admission en forte croissance à l'ITAC pour 2026. $1,5 million pour propulser la créativité au Bas-Saint-Laurent. La Pocatière investit dans le verdissement pour contrer les changements climatiques. Jeudi 19 mars 2026. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à votre bulletin d'actualité sur le réseau de télévision CMA TV. L'Institut de technologie agroalimentaire du Québec, ITAC, enregistre une forte hausse de 16,03 % des demandes d'admission au premier tour pour la rentrée de l'automne 2026, confirmant, pour une deuxième année consécutive, l'intérêt grandissant envers les formations techniques en agroalimentaire. C'est du moins ce que déclare l'institution d'enseignement par voie de communiqué émis mercredi. Et selon l'établissement, cette progression témoigne de l'attractivité croissante du secteur et de l'importance de former une relève qualifiée. Ce que nous voyons encore cette année, c'est un intérêt croissant pour les formations de l'ITAC. Former la relève agricole et agroalimentaire est essentiel pour le Québec et nos équipes sont pleinement mobilisées pour accompagner cette nouvelle génération, souligne la directrice générale Karine Mercier. L'ITAC rappelle que la période d'admission se poursuit au deuxième tour. Les candidats ont jusqu'au 22 avril pour le campus de Saint-Hyacinthe et jusqu'au 1er mai pour celui de la Pocatière. Malgré ces résultats positifs, l'institution met fin au programme Technologie des procédés et de la qualité des aliments, le TPQA, à la Pocatière, faute d'inscriptions suffisantes. Les étudiants intéressés seront redirigés vers Saint-Hyacinthe, où le programme connaît un fort engouement, avec des demandes ayant doublé. Par ailleurs, les autres programmes de la Pocatière affichent une croissance notable de 16,6 %, avec des bons marqués en gestion et technologie d'entreprises agricoles, avec plus de 78 %, et en technologie des produits animaux, avec plus de 63 %. La porte-parole de l'Institut, Caroline Nadeau, conclut le communiqué en indiquant que ces résultats confirment la vitalité du secteur agroalimentaire et le rôle stratégique de l'ITAC dans la formation de la relève au Québec. Le milieu artistique du Bas-Saint-Laurent reçoit un appui majeur, alors qu'un montant de 545 096 $ est accordé à 28 projets artistiques et littéraires dans la région. Cette annonce a été faite conjointement par le Conseil des arts et des lettres du Québec, plusieurs MRC et villes partenaires, ainsi que des organismes régionaux œuvrant en culture. Au total, ce sont 20 artistes et 8 organismes professionnels qui bénéficieront de ce soutien financier dans le cadre du programme de partenariat territorial. Ce programme vise notamment à renforcer les liens entre les créateurs et leur communauté, tout en favorisant l'essor des arts et des lettres dans l'ensemble du Bas-Saint-Laurent. Les projets retenus ont été sélectionnés par un comité de pairs issu de divers secteurs artistiques. L'évaluation reposait sur la qualité des propositions, leur pertinence par rapport aux objectifs du programme, ainsi que sur les budgets disponibles. Parmi les initiatives soutenues, 4 projets proviennent du Kamouraska. Les artistes Sarah Bourdeau de Rivière-Ouelle et Marie-Pierre Daigle de Kamouraska obtiennent chacune 18 000 $. De leur côté, l'organisme Vril Art Actuel à la Pocatière reçoit 28 000 $, tandis que le Centre d'art de Kamouraska bénéficie d'une aide de 20 000 $. Le programme permet également à de nouveaux talents d'émerger. 3 artistes obtiennent une première bourse grâce à une bonification financière accordée dans le cadre des ententes territoriales, une mesure qui vise à encourager la relève artistique dans la région. Selon la présidente directrice générale du Conseil des arts et des lettres du Québec, Véronique Fontaine, ces projets témoignent de la vitalité du milieu culturel bas-laurentien. Elle souligne que les arts jouent un rôle essentiel dans l'enrichissement de la vie collective et dans le développement des communautés.
De son côté, Chantal Lavoie, présidente du collectif régional de développement du Bas-Saint-Laurent, elle affirme que ce soutien contribue directement au rayonnement de la région et à la consolidation de son identité culturelle. Rappelons que ce programme s'inscrit dans une entente triennale regroupant plusieurs partenaires municipaux et régionaux. Prolongée d'1 an l'automne 2025, cette entente représente désormais un investissement total de plus de 1,75 million de dollars pour la période 2022-2026. Les projets soutenus verront le jour au cours des prochains mois et devraient contribuer à dynamiser encore davantage la scène artistique du Bas-Saint-Laurent. La Pocatière investit dans le verdissement pour contrer les changements climatiques. Les détails après la pause. Le restaurant Pizzeria Porto Bellissimo, un incontournable à Saint-Jean-Port-Joli. Pizza débordante de garniture, menus variés et abordables. Délicieux desserts avec des produits de grande qualité des gâteries de l'Ami. Porto Bellissimo et les gâteries de l'Ami, route de l'église à Saint-Jean-Port-Joli. Le bijoutier Carl Poulain à Montmagny offre une sélection diversifiée et raffinée de montres, bagues, bracelets et autres accessoires de luxe pour hommes et femmes reflétant l'engagement envers l'élégance et la qualité. Le bijoutier Carl Poulain à Montmagny, où chaque bijou raconte son histoire. Vous regardez CMA TV, le réseau de l'information sur la Côte-du-Sud. Le gouvernement du Québec annonce un appui financier important à la ville de la Pocatière afin de renforcer sa capacité d'adaptation au changement climatique, notamment face aux îlots de chaleur et aux épisodes de précipitations intenses. C'est le député de Côte-du-Sud, Mathieu Rivet, qui en a fait l'annonce au nom du ministre de l'Environnement, Benoît Charette. Un montant de 194 475 $ est accordé pour permettre à la municipalité de franchir une étape déterminante dans la planification de son aménagement durable. Concrètement, cette aide financière servira à réaliser une analyse approfondie des risques liés aux phénomènes climatiques extrêmes sur le territoire. Cette étude permettra d'identifier les secteurs les plus vulnérables et de cibler les interventions prioritaires. Elle mènera également à l'élaboration d'un plan de verdissement, incluant la mise en place d'infrastructures vertes adaptées aux réalités locales. Ces infrastructures, comme les espaces végétalisés, les plantations d'arbres ou encore les aménagements favorisant la gestion des eaux pluviales, sont reconnus pour leur efficacité à réduire les impacts des vagues de chaleur et des pluies abondantes. Elles contribuent aussi à améliorer la qualité de vie des citoyens tout en rendant les milieux de vie plus résilients. Le député Rivet insiste aussi sur le rôle central des municipalités dans la lutte et l'adaptation au changement climatique. Selon lui, ce soutien gouvernemental permet à des villes comme la Pocatière de mieux planifier leur développement tout en protégeant la qualité de vie de leurs citoyens. Ce projet s'inscrit dans le cadre du programme Oasis, une initiative du Plan pour une économie verte 2030. Doté d'un budget global de 177,3 millions de dollars, ce programme vise à soutenir les municipalités québécoises dans leurs efforts d'adaptation au changement climatique. Depuis son lancement en 2022, le programme a déjà permis de financer plusieurs dizaines de projets à travers la province, totalisant plus de 85 millions de dollars en investissement. Avec cette nouvelle annonce, la Pocatière se positionne comme une municipalité proactive, déterminée à anticiper les défis climatiques et à bâtir un environnement plus durable pour les générations futures. L'organisme des bassins versants de Kamouraska, Lillet et Rivière-du-Loup, au Bakir, vient de dévoiler son nouveau plan directeur de l'eau pour la période 2024-2034, un outil stratégique qui vise à protéger et mieux gérer cette ressource essentielle à l'échelle régionale. Ce document majeur, approuvé par le ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, s'appuie sur une vaste démarche de concertation réunissant des acteurs issus de différents secteurs d'activité, notamment agricoles, municipales, communautaires et économiques.
Selon Obakir, 3 grands enjeux structurent désormais les orientations du territoire, dont la qualité des eaux de surface et souterraines, l'approvisionnement en eau et la détérioration des milieux humides et hydriques. Ces préoccupations reflètent les réalités vécues sur le terrain et découlent directement des échanges tenus au sein de la table de concertation de l'organisme. L'objectif est d'assurer une gestion durable de l'eau en tenant compte des pressions croissantes exercées par les activités humaines et les changements climatiques. Le plan met également en lumière plusieurs problématiques concrètes, dont l'impact des changements climatiques sur la disponibilité de l'eau, la protection des zones de recherche des eaux souterraines et les perturbations causées aux milieux humides par certaines activités comme l'exploitation des tourbières, l'agriculture ou la foresterie. Pour répondre à ces défis, le plan directeur de l'eau propose une série d'actions à court, moyen et long terme, dont certaines sont déjà amorcées sur le territoire. Parmi les initiatives en cours, on retrouve notamment des projets d'aménagement durable de cours d'eau agricoles, dont ceux de la décharge du collège et de la petite rivière du Loup, ainsi que des campagnes de sensibilisation destinées aux propriétaires de puits privés, afin de promouvoir l'analyse de la qualité de leur eau potable. D'autres mesures seront déployées progressivement au cours des prochaines années selon l'évolution des connaissances et des données recueillies sur le terrain. Accessible en ligne, le nouveau plan directeur de l'eau se veut un outil de référence pour orienter les décisions d'aménagement et de développement. L'équipe Obakir prévoit des séances d'information pour le présenter. Le territoire regroupe 35 municipalités, 6 bassins versants, 27 rivières et une trentaine de lacs pour l'ensemble de la population. Au sport, dans la Ligue de hockey olympique de Montmagny, les amateurs de hockey ont été servis avec une fin de semaine marquée par l'offensive et un accomplissement majeur pour le restaurant à la Rive qui confirme, encore une fois, sa domination. Vendredi soir, le restaurant à la Rive n'a fait qu'une bouchée, sans faire de jeu de mots, du pavage Jéricho avec une victoire sans équivoque de 8-1. Dès la première période, Olivier Gaudreau a ouvert la marque rapidement, suivi de Thomas Gay et Michael Robichaud, donnant le ton à une rencontre à sens unique. En deuxième période, malgré une réplique d'Anthony Bernier pour le pavage Jéricho, le restaurant à la Rive a explosé offensivement. Robichaud a inscrit un deuxième but, tandis que Charles Lamonde s'est illustré avec 2 buts avant d'en ajouter un troisième en troisième période pour compléter son tour du chapeau. Dans l'autre affrontement de vendredi, le Hockey-Pneu a dominé le groupe MG par la marque de 5-0. Marc-Antoine Leblond et Jonathan Trondereau ont permis aux locaux de prendre les devants en première période. L'offensive s'est poursuivie en deuxième grâce à Mike Chouinard et Anthony Fuente, avant que Tristan Letourneau-Pelletier ne complète la marque en troisième période. Le groupe MG n'a jamais trouvé de solution offensive. Dimanche, le restaurant La Rive a couronné sa saison régulière de façon éclatante en remportant un 7e championnat consécutif grâce à une victoire convaincante de 10-3 face au Hockey-Pneu. L'équipe a pris les commandes dès le début avec des buts d'Olivier Gaudreau, Étienne Poirier, Yannick Picard et Thomas Gay. Malgré des répliques de Yorick Saint-Pierre, Anthony Fuente et Jérémy Couture, l'écart était déjà trop important. Étienne Poirier s'est particulièrement démarqué avec une performance de 3 buts. Dans le dernier match du week-end, Armoire Mathurin a signé une victoire de 4-1 contre le groupe MG. Après une deuxième période serrée où Jason Blais a inscrit l'unique but du groupe MG, Armoire Mathurin a répondu avec aplomb. Vincent Boulay a marqué à 2 reprises, tandis que Jérémy Boulay et Édouard Bernier ont aussi contribué à cette victoire. Place maintenant aux séries éliminatoires qui s'amorcent ce dimanche, 22 mars, avec des affrontements attendus entre Armoire Mathurin et le restaurant à la Rive et le groupe MG qui fera face au Hockey-Pneu. Et enfin, victoire de l'Everest hier soir dans le 3e match de la série qui les oppose aux Rangers de Montréal au compte de 2-1, encore une fois en prolongation. On vous donnera plus de détails dans le bulletin de demain.
Voilà ce qui complète votre bulletin d'actualité de ce jeudi 19 mars. Dans un moment, les prévisions de la météo. Et le menu de cette émission du 19 mars, dans quelques instants, on vous présente l'entrevue avec Gabriel Simard, qui est le nouveau directeur artistique du théâtre Beaumont-Saint-Michel. Et Audrey Saint-Pierre nous fera part de ses trouvailles au coin snack. Bien sûr, il y aura des commentaires d'actualité de fin d'émission et les avis de décès. Voilà, c'est ce qu'on vous propose pour cette émission du jeudi 19 mars. Je vous souhaite donc une excellente émission à notre antenne.